Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'On se dit tout. La grande majorité des pays l'ont compris. Les femmes qui travaillent, qui entreprennent, qui créent leur propre structure sont un gage de croissance. Et pourtant, bien qu'elles aient plus le goût du risque que les hommes, elles restent bien derrière en termes d'action. Alors que faut-il pour nous encourager, pour nous motiver, pour casser les barrières? Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On en parle dans quelques secondes. Ces quelques secondes sont passées. On y va pour notre sujet, l'entrepreneuriat au féminin ou comment réussir son entreprise lorsqu'on est une femme. On en parle avec une femme et avec un homme. On en parle avec vous, Fatima El-Hasni. Vous êtes consultante, coach de carrière. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous, Yassine. Et avec vous, Monsieur Mohamed Safi El-Ouarzazi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Vous êtes un spécialiste de la question et vous gérez un incubateur qui accompagne les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Un homme pour accompagner les femmes. Oui. Ok. Alors, pour commencer, dans l'absolu, homme, femme, entreprendre, ça veut dire quoi pour vous, Fatima El-Hasni? Que l'on soit homme ou femme? Exactement. L'acte d'entrepreneuriat, c'est d'avoir des résolutions, de prendre des décisions et de les concrétiser en projet qui peut être générateur de revenus, générateur de richesse. Donc, c'est ça l'acte d'entreprendre. Après, ça dépend aussi de l'environnement. Est-ce qu'on va entreprendre forcément dans sa propre entreprise ou est-ce qu'on peut aussi entreprendre en étant salarié? Voilà. C'est-à-dire en étant salarié, quand on gère un projet? Oui, c'est-à-dire que l'acte d'entreprendre n'est pas forcément lié à la création d'entreprise. Okay. On peut être étudiant entrepreneur, on peut être salarié entrepreneur, comme on peut être un entrepreneur qui crée son propre projet, sa propre entreprise. Ok, alors nous sommes à la veille du 8 mars 2018. Pourquoi sommes-nous encore ou devons-nous encore parler d'entrepreneuriat au féminin, vous qui côtoyez ces femmes qui veulent se lancer, Monsieur El-Ouarzazi? Pour répondre à votre question, tout d'abord, la question de l'entreprise ou l'entreprise en elle-même, le mot de l'entreprise, c'est une entreprise, elle est déjà au féminin. Donc l'entreprise, elle est au féminin, l'affaire, elle est au féminin, le salariat et le fonctionnariat, elle est au masculin. Déjà, donc l'entreprise, ça existe dans la femme depuis longtemps. Et justement, donc, cette femme-là, donc, il entreprend tout au long de sa journée, tout au long de sa vie, même s'il n'est pas vraiment entrepreneur dans le cadre légal et moderne et structuré, mais il fait de l'entrepreneuriat en gérant son foyer, en faisant des négociations, en faisant des économies d'échelle, en faisant justement de la planification, mais aussi au-delà de tout ça. Donc, il peut faire de l'entrepreneuriat tout en économisant justement sur ce budget de foyer par exemple, il peut acheter de la matière première, fabriquer quelque chose qu'il la revend dans son réseau d'amis ou de famille. Donc en fin de compte, l'entrepreneuriat chez la femme existe depuis vraiment longtemps. C'est dans la fibre féminine en quelque sorte, c'est ce que vous essayez de nous dire. Mais pourquoi aujourd'hui on doit encore parler d'entrepreneuriat au féminin, chez la femme en particulier? Pourquoi on doit spécifier que ce soit lié à un genre? Pourquoi on a encore besoin de faire cette distinction entre l'entrepreneuriat au masculin et l'entrepreneuriat au féminin? Et parce qu'on voit de moins en moins de femmes justement, donc, qui ont des entreprises. Donc, il y a des études qui se font. D'ailleurs, une dernière qui a été faite par un organisme international donc, classe le Maroc parmi les derniers en termes d'entrepreneuriat féminin. Donc, les femmes qui entreprennent, qui créent une entreprise, et je précise, des entreprises qui sont structurées. Oui. Donc, le Maroc, elle est vraiment à bas d'échelle dans cette étude-là. Aussi, donc, on n'est pas loin de nos amis, au fait, même en France, seulement 30% des femmes entreprennent. C'est vrai, donc ils nous devancent un petit peu, mais eux aussi, donc ils ont cette... Il n'y a pas la parité. Il n'y a pas la parité. Dans l'entrepreneuriat. Et même si nous avons donc une structure démographique qui est composée à 51% de femmes et 49% d'hommes, cette répartition, on ne la retrouve pas dans le monde entrepreneurial. On trouve les 90-10%. Donc, il y a des choses quand même qui bloquent encore donc, cette lancée de l'entrepreneuriat féminin. Mais par rapport aux statistiques, on se méfie un peu parce qu'effectivement, les statistiques, elles comprennent quoi? Elles comprennent plutôt les
les entreprises structurées. Alors que si on parle du contexte marocain, comme a dit c'est Mohamed, bien sûr, la femme, elle est vraiment entrepreneur, ne serait-ce que de voir un peu les petits métiers donc, qui sont dans l'informel, on ne va pas leur en vouloir, mais par contre, la femme, elle a vraiment cette fibre, on va dire, entrepreneuriale, elle entreprend au quotidien pour subvenir à ses besoins, les besoins de sa famille, pour participer à l'économie, on va dire, de l'écosystème. Mais malheureusement, pour X raisons, ces femmes-là ne passent pas de l'informel au formel. Exactement. Et c'est pour ça que dans les statistiques, on trouve qu'il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs. Exact. Et par rapport aux statistiques aussi, et par rapport à ce que je disais dans l'introduction, les femmes ont plus le goût du risque, mais entreprennent moins officiellement. C'est également ce qu'a révélé une enquête de l'AFEM en 2010, qui dit que seulement 10% des créateurs d'entreprises au Maroc sont des femmes, et que c'est une proportion, bien sûr, qui ne reflète pas véritablement la réalité à cause de l'informel. Alors, qui sont ces femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, Fatima El-Hasni? Alors, moi, je vais plutôt partager l'expérience d'un certain nombre de femmes que j'ai accompagnées, donc qui sont venues partager avec moi un souci, on va dire, de ce qu'elles vivent au quotidien dans l'entreprise, donc à un certain moment. L'environnement de l'entreprise ou l'option de salariat, c'est quelque chose qui ne leur convient plus. Donc, elles viennent plutôt, juste pour partager, je vais dire, un souci, pour trouver d'autres pistes éventuellement. Donc, sans forcément penser à l'entrepreneuriat. Donc, après plusieurs séances... C'est ce que vous appelez le bilan de compétences? C'est le bilan de compétences, c'est l'inventaire de compétences, c'est les profiling. On a une panoplie, on va dire, d'outils qui permettent de faire justement l'inventaire des compétences d'une personne et surtout d'essayer de connaître et de comprendre ses motivations. Pourquoi cette personne aujourd'hui, elle veut changer son environnement. Donc, je ne parle pas encore d'entreprise. Elle veut juste sortir d'une problématique. Elle veut juste sortir d'un environnement qui ne lui convient plus. Mais au fur et à mesure que nous travaillons sur les compétences, sur les soft skills, sur tout ce qui est technique, ce qui n'est pas technique, les motivations, les moteurs, etc., la personne peut découvrir qu'elle a aussi un penchant pour l'entrepreneuriat, qu'elle a des compétences qu'elle ne savait pas, qu'elle ne connaissait pas, et donc qui peuvent lui ouvrir une piste vers l'entrepreneuriat. Et à partir du moment où moi je trouve en tant qu'accompagnatrice de ces dames-là pour switcher vers une situation meilleure, si je trouve quelque chose sur laquelle on peut travailler vers l'entrepreneuriat, je les encourage, bien sûr, en prenant en compte un certain nombre de risques, un certain nombre de paramètres. Si par exemple la personne est déjà salariée, donc elle a une situation stable, jusqu'à quelle mesure elle peut prendre le risque pour changer sa situation, quel serait l'impact sur elle d'un point de vue personnel, mais quel serait aussi l'impact par rapport à son entourage, si elle a une situation de famille, si elle a des responsabilités, etc. D'accord. Mais quand, par exemple, vous faites ce bilan de compétences, est-ce que, par rapport aux compétences du profil entrepreneur, est-ce que, parce que vous avez ce recul, qu'elles n'ont peut-être pas sur le champ, est-ce que vous leur dites, écoutez, vous savez, ce qu'on vient de relever là, eh bien, c'est très bien quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Vous avez ce genre d'échange? Exactement. Nous avons, alors, quand on fait l'inventaire de compétences, donc nous savons très bien que pour être entrepreneur, il y a un certain nombre de compétences, de traits de personnalité qui sont importants pour la réussite d'un projet. Donc, quelqu'un qui ne lâche pas, quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, quelqu'un justement qui a le goût du risque, quelqu'un qui est capable et trouve le plaisir dans les défis, dans les challenges. C'est quelqu'un qui aime la compétition. Voilà, donc ce sont des choses-là. Si on les trouve chez la personne, au contraire, on l'encourage parce que parfois, la personne elle-même n'est pas consciente que ce sont des compétences sur lesquelles elle peut s'appuyer justement pour pouvoir réussir un projet, quel que soit le projet création d'entreprise ou autre. Donc, c'est important dans cet accompagnement, d'abord de mettre la personne en confiance pour lui dire, voilà ce dont tu disposes en tant que compétence et donc je t'encourage à y aller, mais en même temps, on fait l'inventaire sur les choses dont elle aura besoin pour réussir un objectif et une mission. Et on va y travailler. Mais justement, ce bilan de compétences, homme ou femme, on peut le faire. Mais quelle est vraiment, on va dire, la différence entre l'homme et la femme et la spécificité chez la femme? Oui, alors, il y a une séance que nous appelons la séance d'exploration où on essaie d'identifier un peu les motivations de la personne. C'est vrai que, moi, si je compare par rapport aux deux, la femme, elle va mettre beaucoup plus le facteur
famille, le facteur satisfaction et équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle en premier. Ça, c'est clair. L'homme, ce n'est pas ce qu'il met en premier. Donc, l'homme, il va plutôt vers avoir une position meilleure, avoir un statut meilleur, gagner plus, etc. Une femme va vous dire, j'ai besoin de passer plus de temps avec mes enfants, le salariat ne me le permet pas aujourd'hui. En tout cas, je ne veux pas me prononcer, mais les femmes que j'ai accompagnées, elles donnent beaucoup de l'importance à cet équilibre. Et je pense que c'est pas mal et c'est très important parce que si je suis dans l'endurance, si je veux pérenniser mon entreprise, c'est vrai, parfois on peut avoir des idées qui sont passionnantes, etc. Mais il faut ces idées-là, exactement, il faut les réaliser et il faut surtout être patient pour pouvoir maintenir cette passion et maintenir, on va dire, la notoriété de son entreprise à long terme. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a les pieds sur terre, qui est bien équilibré émotionnellement, physiquement, vie personnelle, vie professionnelle, pour pouvoir y arriver. C'est vrai, c'est vrai. Il faut absolument qu'il y ait cette cohérence entre les deux domaines de vie, privé et personnel, privé et professionnel. C'est peut-être un lapsus, privé et personnel. Exactement. Oui. Alors, monsieur Mohamed Safi El-Ouarzazi, vous gérez un incubateur. Donc, ces femmes-là, ensuite, elles atterrissent chez vous en quelque sorte. Vous les rencontrez. La spécificité de la femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Qui sont ces femmes qui se lancent? Effectivement, donc, on trouve de tout genre. Donc, des femmes justement, qui entreprennent pour un besoin, survenir à un besoin, donc, pour s'autonomiser. Et d'autres femmes justement qui se lancent pour un épanouissement, donc pour se réaliser, pour contribuer au développement du pays, pour réaliser quelque chose justement pour le pays. Donc leur point commun, c'est la motivation. Okay. Toutes les personnes, donc leur point commun, c'est la motivation. Comme a dit donc Madame Fatima, aussi dans l'incubateur, donc on incube, mais aussi on accompagne avant que la personne se lance dans l'entrepreneuriat. Donc il y a une étude justement de profil qui se fait pour démontrer est-ce que cette personne a tous les traits de caractère dont a parlé Madame Hesni pour pouvoir entreprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Il y a des gens qui ont un certain nombre de choses qui les freinent et ne peuvent pas entreprendre. Et nous, notre rôle, ce n'est pas le quantitatif, créer un certain nombre et dire que nous avons créé 200, 300, 400 entreprises, mais nous avons créé 20 ou 30 ou 40 entreprises, mais qui sont pérennes. Voilà, qui sont toujours là, qui sont pérennes, qui se développent et qui se réalisent. Et c'est quoi le secret justement de cette pérennité? C'est l'étude du projet, mais aussi l'étude du profil de cette femme entrepreneur? Justement, donc, on a développé ce qu'on appelle un triangle de réussite. Donc, c'est un triangle là où il y a 3 points. Il y a l'idée, il y a la compétence technique et il y a aussi donc, le marché ou le client. Donc, la personne vient avec son idée. On va voir justement quelles sont les compétences techniques dont il dispose. Et au-delà des compétences techniques, il y a aussi donc, les compétences financières. Et on voit est-ce que son idée, avec ses compétences, il colle avec le marché ou est-ce qu'il y a un besoin sur le marché par rapport à son idée, par rapport à son projet. Et ses compétences humaines? L'adéquation, par exemple, entre ses valeurs, ses motivations et son environnement de vie. Est-ce que, par exemple, le projet qu'elle veut lancer est en adéquation avec sa vie de mère? Parce qu'on ne peut pas dissocier la femme de la mère, de l'épouse. C'est une réalité. Même quand on a envie de lutter contre ça, eh bien, la réalité nous rattrape. Exactement. Donc, est-ce que ce sont des échanges que vous avez ou vous restez, on va dire, vraiment techniques? Non, mais on va au-delà du technique parce qu'on sait très bien que toute personne, homme ou femme, il emmène avec lui justement donc un bagage personnel. Donc si jamais il a un problème personnel, des handicaps, des contraintes personnelles, donc ils vont certainement impacter la réussite. Et là donc on essaie de voir l'ensemble des contraintes, y compris techniques et personnelles, pour voir avec elle est-ce que le projet qu'il veut entreprendre, est-ce qu'il est justement fait pour elle, ou il doit faire un certain nombre d'ajustements pour ce projet, ou des fois, donc on dit, vous n'êtes pas faite pour l'entrepreneuriat, il faut rester là où vous êtes, donc mère de famille, parce que vous êtes trop attaché à vos enfants. Et là, donc, cette séparation, ça va être un peu dur pour vous. Ou vous pouvez faire aussi donc, de ce qui est bénévolat, tout ce qui est social, ça vous soulage un petit peu parce que vous avez envie de faire quelque chose, mais vous n'avez pas envie, vous n'avez pas ce souci de l'investissement à plein temps, mais aussi donc, de ceci de résultats financiers,
de gain. C'est Donc, c'est beaucoup plus pour faire du bien à la société. Donc, moi, j'oriente ces personnes-là vers beaucoup plus de bénévolat et de la société civile. Alors, d'après les études, et d'après une étude de l'Université Hassan II au Maroc, le désir d'entreprendre est plus fort chez les femmes. Et on l'a dit, seulement 10% des entreprises sont lancées par les femmes. Donc, les femmes auraient plus envie d'entreprendre que les hommes, mais ne mettent pas facilement le pied à l'étrier. Qu'est-ce qui bloque, selon vous, Fatema El-Hasni? Qu'est-ce qui bloque? Déjà, il y a vous savez, c'est comme cette histoire de leadership féminin, de management féminin. Aujourd'hui, même si on a un taux de réussite qui est peut-être beaucoup plus élevé chez nous, femmes que hommes, mais on trouve que les femmes, elles ont moins accès à des postes de responsabilité. Voilà. Il y a un aspect culturel pour moi qui est très, très important parce que déjà, la femme elle-même, elle se met des obstacles pour dire que les postes de responsabilité, c'est pas pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Donc, je pense qu'elle n'ose pas assez, d'accord, par rapport, si je compare par rapport aux hommes. Elle reste quand même un peu, on va dire, dans humble. le rêve. Exactement. Non, pas que dans le rêve. Au contraire, elle va dire que je dois être plus réaliste, que même si j'ai des rêves, etc., je ne peux pas forcément les concrétiser. Et c'est là où on parle de croyances bloquantes, malheureusement, qui sont beaucoup plus nourries et développées par notre contexte culturel, par l'environnement, par la famille, où c'est toujours le chef de la famille, c'est l'homme, ou toujours le chef de l'entreprise, c'est l'homme, ou celui qui prend les responsabilités, c'est un homme, etc. Donc, à partir du moment où nous avons des jeunes filles qui grandissent dans cet environnement, comment voulez-vous que demain, une fois qu'elle a son diplôme ou pendant son cursus, elle va envisager la création d'entreprise comme un projet d'entreprise? Non, ça reste loin de je veux dire, de son projet de carrière. De carrière, exactement. Ouais. Et peut-être, corrigez-moi si je me trompe, on n'a peut-être pas de chiffres exacts sur ça, mais l'une des raisons, est-ce que ça ne serait pas aussi, si je me lance dans une carrière d'entrepreneur, il va falloir que je sois à plein temps à l'extérieur, à plein temps pour ce projet? Est-ce que je vais pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle? C'est difficile, donc... Exactement, c'est le cas aussi, parce que comme j'ai dit, même celles qui sont déjà dans le salariat, qui veulent se lancer, elles mettent toujours ce critère qui est important. C'est un choix qui se respecte, bien sûr, mais on peut trouver ça aussi chez les jeunes femmes qui ne sont pas encore engagées, c'est-à-dire qu'elles en se soucient. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement notre environnement, la culture qui met ces contraintes pour dire que la femme, peut-être, elle a un rôle qu'elle doit d'abord réussir avant d'avoir un deuxième rôle, c'est-à-dire que malheureusement... Le premier rôle, c'est la mère, le deuxième... C'est-à-dire le premier rôle, voilà, c'est la famille, voilà, de fonder une famille, d'avoir une certaine stabilité. Et ça, tout le monde, malheureusement, dans notre contexte, l'encourage. Les parents, l'environnement, etc. Et celle qui va sortir un peu de cette habitude, de ce format-là, c'est quelqu'un qui soit ne va pas être encouragé, soit on va la voir et la regarder autrement, elle est différente, etc. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui, on va trouver des programmes qui n'encouragent que l'entrepreneuriat féminin, justement pour les encourager, pour les mettre un peu plus en confiance. Au contraire, la femme a aussi des compétences, a aussi beaucoup de choses à donner, à partager, elle est intelligente. Il n'y a aucune différence. Moi, je vois qu'elle a des choses beaucoup plus parce qu'elle a cette intelligence émotionnelle. C'est quelqu'un... Contrairement peut-être à ce que tu as dit, Yasmine, tu as dit dans la présentation qu'elle aime beaucoup plus le risque. Moi, je dis que la femme, elle prend le risque, mais il est mesuré. Elle garde quand même... Je dis selon, encore une fois, en référence à cette étude de l'Université Hassan II, qui dit que 35,3% des femmes ont peur de l'échec, contrairement à 42,6% pour les hommes. Exactement. Voilà. Donc, elle a peur de l'échec. Moins que l'homme. Moins que l'homme. Les hommes auraient peur à 42,6% de l'échec, contre 35,3% pour la femme. D'accord, mais en tout cas, moi, dans les expériences que j'ai eues, le souci, c'est justement cette prise de risque. C'est très... la femme aussi, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est dans les statistiques, on voit que les femmes font moins recours à des prêts. Elles ne veulent pas s'engager, elles ne veulent pas être liées. Pour elles, c'est important de ne pas... être endettées. Exactement, de ne pas être endettées. Alors,
puisqu'on parle de l'entrepreneuriat au féminin et on a parlé aussi de ces barrières qui s'imposent culturellement, que la femme se met aussi pour se lancer, pour ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on est entrepreneur, c'est quoi le bon côté de la chose, justement, Monsieur Louazazi? Comment on peut donner ce goût de l'entrepreneuriat? Comment on peut casser ces barrières et ensuite avoir le libre choix, mais vraiment avoir le libre arbitre au vrai sens du terme. C'est-à-dire, je choisis d'être salarié, entrepreneur, femme au foyer, mère à plein temps, mais par pure conviction et non pas à cause des barrières et de la culture. Tout d'abord, donc, être entrepreneur, c'est avoir cette autonomie de faire ce qu'on veut, ce qu'on aime, d'explorer de nouvelles pistes, de ne pas être sujet à des validations hiérarchiques parce que vous êtes dans une structure. C'est aimer l'aventure, mais aussi donc, il faut assumer ce rôle d'entrepreneur. Donc, quand je suis entrepreneur, il faut que j'assume mon statut d'entrepreneur parce que culturellement, ici au Maroc, on ne dit pas que je suis un entrepreneur, mais je suis le patron de cette entreprise, même si j'en suis le propriétaire, mais j'assume moins cet entrepreneur parce qu'on est beaucoup plus lié au titre. Un directeur général, un DGA, un PDG de cette entreprise, alors que j'en suis le propriétaire. Donc là, mais il y a beaucoup du goût. Il y a beaucoup de choses à explorer quand on est entrepreneur. Donc, on sort de la coquille de l'entreprise, là où on était, ou de la famille aussi, et on rencontre beaucoup de gens. Donc, il y a un réseau qui s'élargit et on se découvre justement au jour le jour, on se découvre, on se corrige. On tombe, on se relève aussi. Donc, c'est ça vraiment donc, le goût et le vrai enjeu d'un entrepreneur, de l'entrepreneuriat. On gagne beaucoup de choses, Yasmine. Donc, moi, je partage aussi mon expérience personnelle, mais aussi l'expérience de toutes les femmes que j'ai accompagnées. Il y a un épanouissement énorme. Il y a cette liberté, pour moi, qui est très importante. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je peux changer mes projets, je suis flexible. Je pense que pour aussi la femme qui a une responsabilité, on va dire familiale, la flexibilité dans le travail, c'est très important. Je travaille quand je veux, ça ne veut pas dire que je travaille moins par rapport à un salarié, je peux travailler plus, mais je travaille selon mon rythme. Je peux travailler des week-ends, je peux travailler pendant mes vacances, je peux travailler 4 heures par jour, mais je travaille toute la semaine, par exemple. Donc, il y a cette flexibilité qui est beaucoup plus importante. Il y a aussi le chose de choisir sur quoi je veux travailler, avec qui je veux travailler. Le salarié n'a pas ce choix, n'a pas ce luxe. C'est un luxe que les entrepreneurs ont et voilà, je peux participer à des activités, je peux voyager, je peux partager mon expérience. J'ai vraiment toute la liberté de vivre au sein de mon entreprise et mon projet avec passion. Combien de personnes dans le salariat sont juste là à remplir leur journée de travail et attendre le salaire de fin de mois sans forcément aimer ce qu'elles font. Sans s'épanouir, sans aimer. Exactement. Alors, vous avez évoqué plusieurs points qui sont très importants dans l'entrepreneuriat au féminin. Il y a le réseautage, il y a la flexibilité, les rencontres, les voyages, etc. Revenons encore à l'histoire culturelle. Est-ce qu'une femme va pouvoir se réaliser en tant qu'entrepreneur à travers tous les besoins de réussite de l'entrepreneur que sont le réseautage, les dîners d'affaires, les voyages d'affaires, toutes ces choses-là de façon, on va dire, sereine. Est-ce que la sérénité accompagne forcément l'entrepreneur femme, Fatima ? C'est très important. En toute honnêteté. Exactement. Cet environnement que tu viens de décrire, Yasmine, c'est un environnement qui est réel et que l'entrepreneur, qu'il soit homme ou femme, c'est important d'avoir le réseautage, c'est important de le développer, c'est important d'être présent, de participer à des événements, à des conférences, à des repas d'affaires, à des dîners d'affaires. Et c'est vrai que parfois, si l'environnement, je dis bien, si l'environnement de la femme ne l'encourage pas, ça peut être un frein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a des structures qui encouragent ce réseautage entre femmes
pour qu'elles ne se sentent pas marginalisées dans un environnement qui est plutôt masculin. Ça, il faut ça. le reconnaître. Mais les associations professionnelles aujourd'hui, 90% c'est des hommes. Les comités, on va dire, de direction dans les associations, c'est 90% ce sont des hommes. C'est pour ça qu'il y a ces entités-là aujourd'hui qui encouragent. Et pour moi, la femme, aujourd'hui, c'est très important qu'elle ait le soutien de son entourage. Donc, son conjoint, son partenaire, ses parents, ses amis, etc. Elle ne peut pas réussir seule sans ça. Et donc, s'il y a un encouragement, ce n'est pas forcément un encouragement de la part, je veux dire, de programmes ou associations, mais c'est aussi l'encouragement au quotidien, parce que la vie d'un entrepreneur, elle n'est pas facile, surtout pendant le démarrage. Donc, on a besoin d'être suivi, accompagné, on a besoin de partager. C'est pour ça que moi, ma recommandation à une femme qui veut se lancer, de ne jamais être seule, de ne jamais vivre l'aventure seule. Il faut qu'elle partage, il faut qu'elle discute, il faut qu'elle ait avec elle des personnes qui sont je veux dire, Et peut-être surtout quand on est une femme mariée, son partenaire de vie. Oui. On va voir si les incubateurs pensent aussi à ces détails, on va dire, très féminins auxquels nous, femmes, nous pensons, et forcément ça nous vient à l'esprit lorsqu'on parle de ce sujet. Mais juste après une courte pause. À tout de suite. Allez, retour sur le plateau de Donse dit Tout. On espère que vous êtes bien installés. On vous parle d'entrepreneuriat au féminin, ou comment réussir son entreprise lorsqu'on est une femme. On est encore amené à en parler en 2018, je vous l'accorde. Mais c'est parce que le poids de la culture, le poids de la société, eh bien, fait que la femme a certains challenges pour pouvoir mener à bout et à bien son projet pour devenir entrepreneur. On en parle avec deux spécialistes, Fatima El-Hasni, consultante coach de carrière, et c'est Mohamed Safi El-Warzazi, spécialiste, et vous gérez également un incubateur. Alors justement, juste avant la pause, on parlait avec Fatima de l'importance de l'environnement, de la famille, du conjoint, et je posais cette question, lorsque une femme est mariée, est-ce que, on va dire, son partenaire numéro 1 de réussite, finalement, est-ce que ce n'est pas son conjoint? Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui va lui donner cette forme de sérénité émotionnelle, morale, mentale. C'est-à-dire, elle sait que de son côté, elle est tranquille. Elle sait qu'elle n'a pas à gérer des soucis avec son conjoint. Elle sait qu'elle est libre de ses décisions. Elle a un dîner d'affaires, elle a un cocktail de réseautage, elle a toutes ces choses-là. Elle sait qu'elle a, on va dire, carte blanche, parce que la confiance est là et le respect est là, entre les deux. Est-ce que, en tant que, on va dire, gestionnaire d'un incubateur qui accompagne les femmes au lancement de leur projet, est-ce que vous allez, on va dire, vous allez au fond des choses à ce point-là? En fait, je confirme. On vous donne des éléments de travail. Justement, donc non, je confirme justement cette donnée-là. Donc, si le mari est derrière la femme et lui donne donc cette liberté d'actionner, d'entreprendre, donc à 50%, il peut aller donc en avant, mais aussi donc il y a la société. Au-delà du mari qui accepte, mais il y a la société aujourd'hui qui dit « Oh, Madame X a laissé ses enfants, donc elle est partie faire de l'entrepreneuriat alors qu'il doit s'occuper en premier lieu de ses enfants. » Donc il y a le mari, oui, c'est vrai. Il y a aussi donc la société que je rejoins. Mais quand à la maison ça se passe bien, je pense qu'après la société, on la met de côté. Hein. Mais il y a la famille. Vous êtes d'accord, Fatima? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, en tout cas, ce point-là, moi, je le traite, mais différemment avec les femmes qui veulent se lancer, tout simplement dans la mesure où je dis, aujourd'hui, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as pu évaluer les contraintes externes? Donc, quand je dis contraintes, c'est-à-dire l'environnement. Quelqu'un qui veut se lancer, c'est important qu'il fasse ce travail d'évaluer, de connaître quelles sont les forces, sur quoi il peut s'appuyer par rapport à son entourage, mais il doit aussi connaître quelles sont les contraintes. Et bien sûr, si j'ai un partenaire, c'est important qu'il partage avec moi que ce soit un vrai partenaire. Exactement, que ce soit un vrai partenaire, comme on dit, exactement. Dans le bien et dans le mal, et savoir donc partager avec lui et savoir dans quelle mesure il peut me supporter, il peut m'encourager. Vous savez, d'un point de vue humain, on a tous besoin, un jour ou l'autre, d'être écouté, d'être compris, d'être comprise, d'être soutenu, d'être encouragé. On a besoin de ça au quotidien. Et moi, je le dis toujours, quand on partage la vie avec quelqu'un, on partage tout avec lui. Ça va être vraiment notre premier support.
Donc, la femme qui veut se lancer, c'est important qu'elle connaisse l'impact de ce changement, parce que le changement, il ne va pas être que sur elle. Donc, si je veux dire, si elle est déjà salariée, il faut qu'elle partage ça avec le conjoint, parce qu'à un certain moment, ils sont tous les deux à prendre la décision, ils sont tous les deux à assumer la décision qu'ils vont prendre ensemble. C'est important. Voilà. Monsieur Louazazi, vous dites que la société, quand même, elle garde un poids important sur cette femme. Oui. Même si l'entente est là avec le conjoint. Ben oui, donc on vit dans une société, donc c'est une réalité. Et là, c'est le Rex que j'ai par rapport donc, aux personnes et aux femmes que je côtoie et aux femmes justement que j'accompagne au niveau de notre incubateur. Mais comme je disais, le rôle aujourd'hui de l'incubateur, je reviens donc à la question du rôle de l'incubateur, c'est pour justement donc donner cet appui à ces femmes-là, qui ne soient pas tout seuls justement dans les premiers pas de l'entrepreneuriat, parce que surtout dans les premiers mois de l'entrepreneuriat, on passe beaucoup de temps à attendre ou à espérer avoir un bon de commande, et c'est là où toute l'incertitude s'installe, et c'est là où justement beaucoup de gens donc reviennent chez elles avec un échec et ils disent, voyez, donc je ne vais plus entreprendre. Donc le rôle d'incubateur, c'est accompagner les premiers pas en entrepreneuriat, avec des formations, avec de l'accompagnement aussi bien technique, mais sur tout ce qui est développement personnel. On le met aussi donc dans le réseau, parce que c'est des femmes qui étaient un peu éloignées un peu du monde des affaires. Donc on essaie d'organiser des événements de networking, qu'il essaie de nouer donc des relations pour décrocher donc un premier bon de commande. Mais aussi donc le plus important, c'est la mutualisation des ressources. Une entreprise aujourd'hui, dans son démarrage, il a besoin de ces ressources financières, donc le premier capital pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir répondre aux besoins d'un client. Donc, vaut mieux qu'il garde ce fonds-là pour répondre aux besoins de clients. Et nous, en tant qu'incubateur, on met à la disposition donc l'ensemble ce qu'on appelle les moyens mutualisés, tels que le bureau, l'Internet, la connectivité, le matériel, une assistante ou un assistant donc à leur disposition, pour que cette femme, il est dans l'entreprise, il sort de chez elle, mais il se sent entouré, et il y a donc l'encouragement tout au long de ces mois de démarrage. Alors, un incubateur, M. Louazazi, est-ce que c'est une ONG ? En quelque sorte. Pas forcément. Donc, celui que nous gérons, donc, c'est une association justement de promotion de l'entrepreneuriat féminin qui a instauré cet incubateur. Donc, on a appelé Khatwa, donc le premier pas dans l'entrepreneuriat. On a mis donc un premier centre au niveau de l'Hil Mohammadi, et aujourd'hui on est en train de le démultiplier et de dupliquer donc l'expérience sur d'autres centres au niveau de Casablanca. Il y a aujourd'hui donc des incubateurs et des espaces de coworking qui sont privés, développés par soit des sociétés ou des entreprises sociales, ou bien des sociétés à but lucratif qui ont vu justement ce besoin d'incubation, ce besoin de mettre les gens ensemble, de mettre à leur disposition un certain nombre d'outils de mutualisation qui sont en train de se développer dans les grandes villes, beaucoup plus dans les grandes villes, entre Casa, Rabat et Marrakech. Et dernièrement, donc, j'ai vu qu'il y a d'autres qui se sont développés à Tanger et à Marrakech. Il y a aussi de nouvelles initiatives dans le milieu universitaire. Il y a des incubateurs qui viennent aussi de se lancer pour justement sensibiliser les jeunes et leur donner goût à l'entrepreneuriat, même si on sait que ce n'est pas forcément des jeunes qui vont du jour au lendemain créer leur entreprise, mais peut-être les préparer pour l'avenir. Exactement, pour l'avenir. Alors, le fait qu'elle soit justement comme ça en association, en organisation, est-ce qu'en quelque sorte ça motive? Elles se motivent les unes les autres? Est-ce qu'elles arrivent ensemble à lutter contre les stéréotypes de la société, contre le poids de la société, contre une belle-mère qui va faire une mauvaise remarque, comme contre un père qui va faire une mauvaise remarque, contre un époux qui va peut-être lâcher un regard de travers? Est-ce qu'elles arrivent en fait à se booster mutuellement et à consolider encore plus leur projet, malgré tout, on va dire? C'est l'objectif de cet incubateur, c'est ne pas être seul. Donc là, il y a une certaine
cohésion qui s'installe entre femmes et hommes aussi, parce qu'il y a aussi donc, quelques jeunes, parce qu'aujourd'hui quand on parle femmes, on parle aussi jeunes, donc il y a des jeunes qui viennent, qui s'inscrivent sur nos incubateurs. Il y a cette cohésion, mais aussi donc, on essaie de créer un écosystème entre l'ensemble en fait, les différentes intervenantes, les différents entrepreneurs qui sont là. Je m'explique, donc il y a des gens qui font de la com, il y a d'autres qui font du RH, et vraiment, donc on voit qu'il y a un certain nombre de prestations qui se vendent tout en étant dans cet incubateur. Donc, il y a des prestations inter-entrepreneurs incubés. Et là, leur premier bon de commande, leurs premières affaires, c'est entre eux et entre elles au niveau de l'incubateur. Et moralement aussi, il y a du soutien. Effectivement. Moralement. C'est important, ces réseaux féminins, effectivement, parce qu'on partage les mêmes soucis. C'est ça, exact. Mais il y a aussi un côté auquel, en tout cas, il faut faire attention. Il ne faut pas que la femme, il faut qu'elle reconnaisse que de l'autre côté, il y a aussi l'homme dans la société. Donc, exact. Il faut aussi... Parce que même si on parle d'un certain nombre de compétences, donc, que ce soit pour le réseautage, il doit être aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Demain, il faut aussi chercher des partenaires, pas que dans des réseaux féminins, mais aussi dans des réseaux masculins. Dans les réseaux féminins, oui, on arrive à discuter entre nous, à communiquer, etc. Mais il faut avoir les mêmes compétences dans un réseau masculin. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, c'est bien pour démarrer, mais il ne faut pas rester limité et cloisonné dans cet espace féminin, parce que le monde des affaires, c'est pas ça. C'est un environnement qui est mixte. Et plutôt masculin, peut-être. Alors, peut-être pour finir, quels sont, on va dire, les espaces les plus appropriés à l'entrepreneuriat féminin, ou les activités, les secteurs les plus appropriés à l'entrepreneuriat féminin, Fatima El-Hasni? Est-ce que vous pensez qu'il y en ait véritablement qui soient women-friendly, comme diraient les Américains? D'accord. Donc, aujourd'hui, au-delà du fait si on est dans le formel, dans l'informel, mais on voit que les femmes, d'abord la création d'entreprises, on est beaucoup plus dans des petites et moyennes entreprises, et ça part plutôt avec des petites, on va dire, des petites activités génératrices de revenus, artisanales. Maintenant, si on est dans le formel, on est, je pense, beaucoup plus dans les tertiaires, dans les services, parce que la femme, quand elle se lance, suite à une expertise qu'elle a développée, qu'elle soit dans le service ou dans le commercial ou dans l'artisanal, etc. Mais bien sûr, toutes les idées sont bienvenues. Il faut encourager la femme qui est entrepreneur, c'est ça aussi, c'est d'avoir cet esprit d'adaptabilité, d'adapter ses produits, ses services par rapport aux besoins du marché, par rapport aux besoins des clients. C'est Mohamed, votre mot de la fin par rapport à ce sujet? Justement, donc je confirme ce qu'a dit Madame Fatima. Donc l'entrepreneuriat féminin, donc c'est une volonté tout d'abord. Il y a un certain nombre de programmes qui sont lancés, qui aident justement donc à promouvoir l'entrepreneuriat en général, aussi bien féminin que masculin. Donc je pense à l'auto-entrepreneuriat, où là, le statut de l'auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est un statut qui permet d'alléger en quelque sorte toutes les lourdeurs administratives. Nous avons donc la création d'entreprises en ligne, nous avons la digitalisation d'un certain nombre de services publics. Ça permet à la femme de rester beaucoup plus chez elle, donc de travailler à distance. Donc aujourd'hui, il y a une bonne volonté, il y a un air de changement qui s'installe. Il suffit justement donc d'avoir la volonté, d'avoir la motivation qu'il faut pour se lancer. Et je dis que la femme, elle est faite pour l'entreprise et pour l'entrepreneuriat. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange avec vous aujourd'hui. C'était un échange vraiment très intéressant. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour un autre sujet. On va parler d'autre chose, c'est l'interview santé. Et à chaque fois, on switch sur quelque chose de complètement différent. On va parler de l'extinction de voix, mais de façon très artistique et très musicale. Restez avec nous pour voir. Je serai dans quelques instants avec le docteur Anas Bouazaoui. À tout de suite. Et on enchaîne cette fois-ci avec notre interview santé, une interview santé avec des notes de musique. Nous allons parler d'extinction de voix, mais de façon très poétique. Et je suis justement pour mettre en scène le fonctionnement de notre gorge avec le docteur Anis Bouazaoui. Bonjour docteur. Bonjour, très heureux d'être parmi vous. C'est un plaisir. Merci docteur. Vous êtes médecin. Merci, l'honneur est partagé. Vous êtes médecin ORL à Rabat et musicien également. Et justement, on va parler de l'extinction de la voix avec vous, de la simple affection virale aux symptômes plus graves. Et vous allez nous mettre tout cela en musique à travers votre violon, docteur. Merci beaucoup d'avoir pensé à cette mise en scène qui est très agréable. Et justement,
quand on parle d'extinction de voix, est-ce que c'est uniquement ne plus pouvoir parler? Est-ce que c'est ça une extinction de la voix? On considère l'extinction de la voix comme étant même une perte de la qualité de la voix et de la force de la voix. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vous avais proposé de le comparer au violon, dans le sens où, dans les cordes d'un violon, nous avons des cordes qui sont fines et des cordes qui sont beaucoup plus épaisses et qui vont donner, donc pour une corde fine, elles vont donner une voix qui est aiguë. C'est ce qui correspond au mi sur le violon. Et si la corde vocale est plus épaisse, elle va donner une voix plus grave qui est le sol. Ok. Et donc, ça, c'est véritablement les cordes vocales qui sont placées derrière cet os qu'on appelle la pomme d'Adam. Et derrière, nous avons deux cordes qui sont tendues, fines, et qui sont tendues et qui vont permettre, parce qu'elles sont positionnées en V, de bouger et de me permettre de sortir un son. Ensuite, ces cordes, pour les faire vibrer, pour le violon, c'est l'archet, et on le compare avec la soufflerie qui est dans les poumons. Quand je vais sortir de l'air, là, ça va être l'intensité qui va être modifiée. Et donc, quand je vais appuyer sur une corde, si le souffle sort doucement, ça va être un son qui est fin. Et je peux appuyer beaucoup plus fort, et là, le son sera... Et c'est la même chose pour les cordes vocales. Si je force l'expiration, j'aurai un son beaucoup plus fort. Les cordes vocales, par exemple, chez une personne qui est âgée, elles seront plus longues parce que les cordes vocales vont grandir avec Elles évoluent, la gorge, elles évoluent, et on gagne à peu près, chez la femme, on gagne à peu près 30% de la taille, et c'est pour ça qu'elle garde une voix plus douce, plus aiguë, alors que l'homme, on va gagner à peu près 60% lors de l'adolescence au niveau de la longueur, et donc on n'aura plus un son de violon, mais on aura un son de contrebasse, qui est un grand violon. D'accord. De la même manière, quand j'attrape froid, je n'ai plus un son de mi, parce que mes cordes étaient fines. Et quand j'attrape froid, par exemple, ma corde vocale va s'épaissir parce qu'elle va s'inflammer. D'accord. Et là, je vais avoir un son qui est rauque. C'est ça. Et plus grave. Alors, qu'est-ce qui vient inflammer ces cordes vocales, docteur? Le plus souvent, comme tout un chacun l'a sûrement vécu, quand on attrape froid, on peut perdre sa voix. Ce qui est à retenir, c'est que ma voix, normalement, doit récupérer, soit de manière spontanée, soit à l'aide de médicaments, au maximum au bout de 2 semaines. Okay. Si ces signes évoluent au-delà de 2 semaines, il vaut mieux consulter un ORL ou un orthophoniste avec qui nous travaillons main dans la main. Ok. Alors, justement, l'affection de la gorge qui donnerait une extinction, c'est en général une affection virale. C'est bien ça? La plus banale, on va dire la majorité. Elle va durer 1 semaine et au maximum 10 jours. D'accord. Celles qui vont durer le plus longtemps et qui vont motiver une consultation chez un ORL ou chez un orthophoniste, c'est véritablement les pertes de voix ou de qualité de voix où je ne vais pas récupérer ma voix de manière naturelle, et parfois où elle va s'érailler. Le matin, elle s'éraille, puis en cours de journée, elle va s'améliorer. Et le problème se répète 1 fois par semaine, plusieurs fois pendant le mois. Là, il vaut mieux consulter. Quand vous dites elle s'éraille, elle fait un peu mal, on a besoin de tousser un petit peu pour racler sa gorge? Alors, véritablement, c'est la qualité de la voix quand je l'écoute. Peuvent s'accompagner de cette perte de la qualité de la voix, peut s'accompagner d'une douleur au niveau de la gorge, parce que généralement, c'est plutôt les professionnels qui vont utiliser beaucoup leur voix, les enseignants, qui toute la journée doivent expliquer des choses, les musiciens, ou moins les chanteurs, les standardistes, qui
utilisent leur voix. Et donc, à un certain moment, on peut avoir un forçage vocal, et c'est la grande majorité des motifs de consultation, c'est le forçage vocal qui va faire que je vais forcer sur mes cordes vocales pour essayer de sortir un son de même qualité, et je vais forcer sur mes muscles. D'où la douleur qui va être là, parce que je vais crisper mes muscles qui contrôlent mon larynx et donc les cordes vocales. Et mais quand vous on va dites faire un forcer équivalent sur de sa cran. voix, je pratique un métier dans lequel je parle beaucoup. Oui. Et en fait, la semaine, je suis pendant 3 heures en direct à la radio. Donc je parle beaucoup pendant plusieurs heures avec ma collègue Farhana. Est-ce qu'on va dire nous sommes un profil à risque? Tout à fait. Les Comment personnes qui ont un, comme les enseignants et vous-même, vous avez plus de risques parce que vous utilisez plus souvent une corde vocale. Une corde vocale, le vent va venir frotter sur cette corde vocale de la même manière que l'archet va frotter. À un certain moment, je vais devoir changer ma corde si je l'use. Bien sûr. Sauf que chez nous, bien heureusement, bon Dieu a bien fait les choses, elle se régénère. OK. Et elle reste humide. Et c'est ce qui permet d'avoir ce frottement et cette mobilité. Mais bien entendu, il y a des personnes à risque quant aux pertes de la voix. Pourquoi? Parce qu'on ne se tait pas, on parle beaucoup pour faire... L'utilisation, disons que pour l'anecdote, mais sur des statistiques sérieuses, américaines et françaises, la pathologie de la voix touche plus la femme que l'homme. Je n'oserais pas dire pour ne pas pour faire quelle raison. de stéréotypes. Voilà. Mais véritablement, il y a aussi une constitution hormonale qui joue. C'est pour ça que la femme a un larynx plus petit et donc plus fragile. Et aussi, il y a des affections hormonales qui font que, par exemple, dans la période prémenstruelle, les œstrogènes vont augmenter et véritablement, ils vont provoquer une sorte d'œdème. On peut avoir d'ailleurs une sorte de rétention d'eau. Et c'est la même chose sur les cordes vocales. Je peux avoir un changement de ma qualité de voix parce que ma corde vocale s'est imbibée d'eau de manière plus importante. Quand même, légèrement. Légèrement. Okay. Légèrement. Maintenant, la première cause véritablement des pertes de qualité de voix et des pertes de voix, c'est le forçage vocal. Si j'ai trop crié, si j'ai trop forcé sur ma voix et expliqué pendant plus de 3-4 heures continues, je sentirai un forçage musculaire, une petite modification de ma voix. Quant à l'irritation dont vous m'avez parlé, qui est ce qu'on appelle le hémage, c'est ça. Véritablement, ça c'est des sécrétions qui s'accumulent dans la gorge, mais c'est le plus souvent l'apanage soit de l'allergie qui va faire que je vais produire plus de sécrétions, soit le plus généralement dans le reflux gastrique qui va irriter les cordes vocales parce que l'œsophage il est immédiatement derrière les cordes vocales qui sont en V à ce niveau-là et juste derrière on a l'œsophage. Donc les reflux va faire que je vais irriter mes cordes vocales et produire plus de sécrétions que je vais vouloir dégager par un... Mais un reflux important, pardon de vous interrompre docteur, un reflux important peut conduire à une extinction de la voix? Un reflux massif, important, peut conduire à une extinction de la voix de manière répétitive, réitérée. Ceci dit, dans le cas d'une perte de voix qui ne passe pas, plus de 15 jours, comme j'ai dit tout à l'heure, ou avec une réitération de cette perte de qualité de la voix ou d'aphonie, donc de perte de voix totale, il est intéressant de voir un ORL pour qu'on puisse vérifier la qualité des cordes vocales. Est-ce qu'il y a un œdème? Est-ce qu'il y a un petit kyste? Est-ce qu'il y a un petit nodule? Des sortes de petits polypes, comme des petites verrues qui peuvent pousser sur la corde vocale. La grande majorité... Juste une petite question par rapport à ce que vous venez de dire, si vous permettez, docteur. Vous parlez de petits kystes, de petits polypes. Alors, souvent, on entend parler de kystes de la thyroïde, de nodules sur la thyroïde. Et puisque c'est un petit peu la même zone, ce n'est pas la même chose, thyroïde et corde vocale. Tout à fait. Quand on parle de polypes ou des cordes vocales ou de nodules de la corde vocale, c'est la muqueuse de la même qualité qu'on a dans la bouche, elle va former une petite verrue. Par contre, dans la thyroïde,
Il s'agit de véritablement de tissus thyroïdiens qui vont gonfler à l'intérieur. Donc ce n'est pas véritablement des verrues. La thyroïde est placée plus bas. Elle est juste au-dessus du creux du cou, juste au-dessus du sternum. Par contre, les cordes vocales, elles sont immédiatement derrière la pomme d'Adam. Et en effet, quand un patient vient chez nous, une patiente vient chez nous, il est notre devoir de vérifier qu'il s'agit bien de forçage vocal qui est la plus grande cause statistiquement, mais il faut aussi chercher ce qu'on appelle soit une tumeur bénigne, qui est la plus fréquente, donc c'est les petits kystes, c'est des petites blessures ou des nodules qui vont se former, c'est pas méchant, mais ça va, si j'ai ma verrue, ma petite verrue, donc le petit nodule qui va se placer sur la corde vocale, il va empêcher les mouvements d'être complètement amples et de donner une bonne qualité de voix. Bien entendu, chez les personnes à risque cancéreux, qui correspond donc au tabagisme, il est clair qu'on est obligé de chercher également, par les moyens techniques que nous avons tous aujourd'hui, à l'échelle internationale, de vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui pousse, qui serait méchante sur les cordes vocales. Donc les gros facteurs de risque concernant les tumeurs malignes, qui restent beaucoup plus rares par rapport aux autres pathologies dans les cordes vocales, eh bien véritablement c'est le tabagisme. Quand on dépasse 5 ans de tabagisme, eh bien il faut entre 10 et 15 ans pour réduire l'inflammation de la gorge une fois que j'ai arrêté. Et le risque aussi de développer une tumeur maligne? Une tumeur maligne directement, ce sera un cancer qui se développe. Et donc véritablement, le tabac multiplie par 8 le risque de faire un cancer sur les cordes vocales, du fait de la température, de la cigarette, mais aussi des produits les phénaldéhydes et toxiques qui se déposent directement sur la corde vocale. Si on veut finir cette interview sur une jolie note poétique, docteur, ça serait quoi le son d'une voix, on va dire, idéale et agréable à travers votre violon? Tout à l'heure, vous avez fait le parallèle entre les sons émis par le violon, enfin les cordes et les cordes vocales, et ça donnerait quoi, un son propre, impeccable et clair? Je dirais que ce serait le son des enfants, déjà parce qu'il est pur. C'est des anges. Et le son de l'enfant est pur. Et véritablement, il n'y a presque pas d'inflammation, sauf quand ils ont une petite infection virale. Et là, ils vont perdre un petit peu la voix qui va devenir plus rauque, des fois un peu rêche. C'est vrai. Mais ce serait véritablement la voix de l'enfant, où la corde vocale est en plein développement et en pleine transformation. C'est véritablement comme un cocon qui va nous donner un papillon. Et grâce au violon, ça donnerait quoi? Grâce au violon, ça donnerait... Vous nous faites un... Volontiers. Ça donnerait... Ça donnerait ceci, la... Eh bien, on ne dirait pas comme ça, mais on parlait médecine et on parlait de l'extinction de la voix. Docteur Anis Bouazaoui, vous êtes médecin ORL à Rabat. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement chez nous ici dans notre studio. De l'extinction de la voix, de l'affection banale aux symptômes plus graves, c'était notre sujet de discussion avec vous sur fond de musique. Merci beaucoup, docteur. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. À très vite sur Médien TV, sur medientv.com et sur les ondes de Médien Radio. Au revoir.